Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la newsletter et de surtout comment monétiser sa newsletter. Pour en parler, il n'y a pas tellement d'acteurs sur le sujet. Alors j'ai creusé et puis j'ai trouvé avec grand bonheur Caroline Jurado qui a créé une école de vente et qui est aussi responsable éditoriale d'une newsletter dont elle va nous parler aujourd'hui. Salut Caroline, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, c'est quand même un fait d'armes. Tu monétises ta newsletter à hauteur de 5 000 € par mois. Et puis, là, tu as aussi, je trouve, un schéma de distribution bien à toi parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le podcast. Créer du contenu, c'est bien, mais il faut le diffuser. Et du coup, je trouve que c'est intelligent la façon dont tu distribues aussi ton contenu et quelque part que tu as créé un peu ton tunnel de vente pour faire rentrer à la fois de la monétisation sur ta newsletter et puis aussi vendre tes autres formations. Comment est née l'aventure de la newsletter ? Un peu par hasard. Tout à fait. Mais alors, totalement par hasard, tu as raison. Donc, effectivement, j'avais créé cette école de vente spécialisée en B2B. Ce que je maîtrisais pas du tout, c'était l'acquisition en B2C. Et j'avais vachement envie de tester ce truc-là. Et je me demandais où est-ce que je pouvais aller tester de l'acquisition en B2C sans me prendre la honte auprès de mes copains entrepreneurs. Donc, je me disais, tout le monde est sur LinkedIn, donc j'irai pas sur LinkedIn. En revanche, personne que je connais au monde n'est sur TikTok. Donc, je vais tester l'acquisition sur TikTok. Et donc, je me disais que j'allais utiliser ce que j'aime faire. En tout cas, j'allais documenter ce que j'aime faire et j'adore m'intéresser notamment à l'univers des cryptos. Je me suis dit que c'était donc une bonne opportunité pour utiliser ce sujet-là un peu par hasard, pour animer une chaîne. Donc, j'ai commencé à faire ça il y a, je crois, 2 mois avant le lancement de la newsletter et ça a hyper bien marché. C'est-à-dire que ça a très vite fait beaucoup de vues et ça m'a posé, en tout cas, j'ai reçu énormément de questions sur TikTok et énormément de DM sur Insta. Et je savais absolument pas comment gérer cette situation. Genre vraiment, j'en dormais plus la nuit, je me sentais oppressée en fait. Parce que j'étais genre, je suis pas consultante en finance en fait, et je vais pas m'amuser à répondre aux questions de chaque personne. Donc je me sentais un peu oppressée par ça et j'en ai parlé à un pote qui m'a dit, Caro, réfléchis à un moyen de scaler ça. Et donc l'idée qui m'est venue à ce moment-là, c'était de dire, je vais faire 5 emails qui vont répondre aux plus grandes questions que les gens ont sur ce sujet-là. Et comme ça, je serai débarrassée. En fait, à partir du moment où tu as 3 fois la même question, automatise. Et c'est ce que tu as mis en place et ça a apporté ses fruits. Totalement. Sauf que j'avais pas du tout de but. Moi, pour le coup, le seul but que j'avais, c'était de me soulager. Je me disais, mais c'est quand même dingue que les gens aient autant de questions et qu'ils viennent me les poser à moi, qui ne suis personne, juste parce que j'ai fait 3 vidéos qui ont un peu marché. Et donc, j'ai fait ces 5 mails. Alors, il se trouve que l'outil d'emailing que je voulais utiliser ne marchait pas à ce moment-là. Donc, je me suis tournée vers Substack, qui est quand même l'outil le plus utilisé pour les newsletters. J'ai fait mes 5 emails. J'ai fait une vidéo pour proposer aux gens de s'inscrire à ce truc-là. J'ai eu 300 inscrits. Et au bout de 3 semaines, je crois, donc ça devait être 3 éditions, j'avais dépassé les 1000 abonnés sur ça. Et je me suis dit, OK, c'est pas possible que j'arrête. Ou peut-être 4 éditions. Je me disais, c'est dingue, ce truc-là, ça marche trop bien. Il y a vraiment quelque chose, suis le flow. Et c'est là que j'ai décidé que ça ne serait pas une séquence d'emails, mais ça serait une newsletter. C'est trop bien et ça correspond un peu finalement à 2 conseils que nous donnaient nos invités dans le podcast. Ruben qui disait « Pérennise absolument ton contenu sur les réseaux sociaux ». Et c'est-à-dire renvoyer vers du contenu un petit peu du contenu evergreen, en tout cas de la newsletter, du podcast, en tout cas transforme pour ne plus être dépendant des algorithmes. Et Hugues, que tu connais, qui est passé dans le podcast aussi et qui disait en fait la force de frappe de TikTok, c'est vraiment cette portée en organique qui est un petit peu la régalade pour tout le monde. En tout cas, il y a une vraie prime aux débutants. Et du coup, toi, tu encouragerais des nouvelles marques ou des nouveaux entrepreneurs à se lancer sur TikTok, quelle que soit la forme de business. Est-ce que c'est aussi magique que ça? Moi, j'ai l'impression que tout le monde devrait faire ça. Que tout le monde qui ait quelque chose qui soit un tant soit peu B2C devrait essayer de faire son acquisition sur TikTok.
Après, effectivement, moi, je l'ai jamais conçu comme un réseau sur lequel j'allais devenir une influenceuse. C'est-à-dire que mon contenu, il n'est pas de qualité sur TikTok. Je conseillerais pas aux gens d'aller voir ce que je fais dessus. Je considère pas qu'en 30 secondes, en 10 ou 30 secondes, on puisse vraiment apprendre des choses sur les cryptos. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait le taf de la première évangélisation, de te dire, OK, les cryptos, j'ai l'impression que c'est un milieu qui est hyper complexe, où on n'en parle que sur Reddit et que c'est que des mecs cagoulés qui discutent de ça dans un langage qu'on comprend pas et qui voient ma gueule tous les jours, qui dit des trucs qu'on comprend, qui sont simples et que ça crée une première phase d'évangélisation. Et en fait, tu devrais vraiment faire de la vente, hein, Caroline, parce que maintenant que tu nous as utilisé la sollicitation paradoxale en nous disant de pas aller voir ton TikTok, j'ai qu'une envie, c'est aller découvrir ton compte. Et quels sont un peu, alors tu nous dis, c'est très fait maison finalement, donc c'est génial. Ouais. En fait, tu nous décomplexes, tu nous dis, mais allez-y comme vous êtes, faites pas trop attention. Mais si tu pouvais quand même donner des petits conseils actionnables pour se lancer, il y a quand même des petits trucs qui marchent chez tout le monde, non? Oui, totalement. C'est-à-dire que oui, il faut se lancer. Le fait maison, c'est de toute façon ce qui marche le mieux sur TikTok. Mais par contre, il faut itérer hyper vite et jamais oublier pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tu vas passer entre deux vidéos de chatons trop mignons et de gens qui chantent super bien, que du coup, si tu fais un contenu qui est trop sérieux, ça ne va pas marcher, que les gens doivent s'arrêter sur ta vidéo. Donc, il faut toujours au moins avoir une espèce de phrase choc, un contact visuel avec les gens. Il faut quelque chose qui accroche. Après, il faut délivrer une forme de valeur, peu importe ce que ça va être, soit c'est une expérience, une histoire, un tips, quelque chose que tu vas dire. J'ai remarqué que les gens qui faisaient des vidéos sur TikTok faisaient des cuts qui étaient très précis. Donc, c'est genre une phrase, un cut. Tu vois, il y a vraiment, mais pas d'espace entre les mots. C'est très, très, très dynamique. Les miennes de vidéos, franchement, elles sont pas assez dynamiques. Enfin, à chaque fois que je les vois, j'ai là, oh, la honte. C'est mou. Et donc, il faut être vraiment super dynamique. Et après, moi, je mets toujours un call to action. La plupart des gens sur TikTok vont mettre des call to action pour s'abonner à leur propre compte TikTok ou alors mettre un commentaire ou quelque chose qui va faire donner de la viralité à sa vidéo. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Je demande toujours de s'abonner à ma newsletter. Et de fait, ça a un impact parce que chaque vidéo va me générer entre 10 et 50 ou 100 abonnés. Et j'en fais une par jour. Et du coup, aujourd'hui, en canal d'acquisition pour ta newsletter, il y a TikTok. Tu mets d'autres choses en place ? Alors, je commence à prendre la parole sur ces sujets-là sur LinkedIn, un petit peu, et je commence à avoir un peu plus de visibilité maintenant, puisque j'interviens, par exemple, dans des podcasts comme le tien, qui apportent de la visibilité, où j'ai quelques newsletters aussi qui parlent de moi sur des sujets crypto. Donc ça donne un peu de visibilité, mais vraiment, 90% de mon trafic vient de TikTok. D'accord. Et alors, du coup, c'est également via TikTok que tu as déclenché l'opportunité de monétiser cette newsletter. Ouais, totalement. Déjà, je trouve que j'ai attendu hyper longtemps avant d'envisager de monétiser. C'est-à-dire que je me suis pas sentie légitime. Et pendant des mois, en fait, il a fallu que j'attende d'avoir 8000 abonnés avant de me dire, bon, bah là, ça serait cool de monétiser. Et je m'étais mis sur ma to-do pour septembre de dire, bon, maintenant, tu vas contacter tous les acteurs du marché pour voir si ça vaut quelque chose ce que tu fais. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la moindre idée de ce que je valais. Et une semaine avant la rentrée, j'ai été contactée sur TikTok par le responsable marketing d'une boîte canadienne qui est un broker qui me connaissait de TikTok, en fait. Et du coup, il t'a dit quoi? Alors, on est comme sur TikTok. Caroline, elle nous fait des phrases très courtes. Et après, elle arrête. Suspense. Et alors, qu'a-t-il dit? Et alors, qu'a-t-il dit? Il m'a dit, écoute, Caro, j'adore ce que tu fais. Nous, on est en train d'ouvrir les marchés européens. On cherche des gens comme toi pour porter notre solution, pour la présenter de manière simple à un maximum de monde. On veut être vu comme une marque qui est très diverse. Et donc, ça nous plaît d'être porté par une femme. Et ce que tu fais, voilà, on aime. Donc, ils m'ont dit qu'ils aimaient ce que je faisais globalement et qu'ils voulaient qu'on ait un partenariat pendant… alors, ils m'ont proposé 2 partenariats. Ils m'ont proposé soit de faire un partenariat directement pendant 1 an, soit de faire un partenariat pendant 3 mois et de dire si ça nous allait ou pas. Donc, moi, j'ai plutôt choisi cet aspect-là parce que, franchement, j'avais un peu peur de comment ça allait se passer. Et en plus de ça, je me disais, avec la croissance que j'ai, si je signe maintenant un contrat sur 1 an, c'est sûr que c'est pas malin pour l'avenir. Et maintenant que j'arrive au terme des 3 mois, je me demande si les négociations pour la suite vont bien se passer ou pas. Mais donc, ils m'ont proposé ça. Et c'est eux tout de suite, en fait, qui m'ont dit, bah, écoute, Caro, regarde… Bon, moi, j'ai fait genre, parce que, évidemment…
J'ai fait genre oui, je suis pas sûre de vouloir un partenaire. Je vais prendre un petit peu de temps, je vais regarder bien ce que vous faites. Et puis, si jamais vraiment ça me plaît, on en discutera. C'était vrai, par contre, que je voulais voir ce qu'il faisait. Mais par contre, je voulais absolument un partenaire, ça, c'était sûr. Donc, j'ai trouvé que ce qu'il faisait était plutôt bien. Ça correspond en tout cas à ma thèse d'investissement. Donc, c'est des produits qui sont safe, c'est sur des choses qui sont très sûres. Donc, c'est bien pour les débutants. Et ça, c'était ce que je voulais. Donc, c'est chouette. Donc, je lui ai dit oui et je lui ai demandé de me faire une proposition. Tu nous donnes des insights assez précieux sur le partenariat. Alors, tu sais que moi, c'est mon domaine. En fait, pourquoi, selon moi, aujourd'hui, on a autant de mal à monétiser nos contenus? C'est parce que tu as d'un côté une croyance limitante des marques qui se disent « Ah non, mais les influenceurs, ils sont overbookés, ils sont sursollicités de toutes parts, ça sert à rien que je leur envoie un message, ça va tomber dans l'oubli. » Et de l'autre côté, tu as des influenceurs / créateurs de contenu qui se disent « Ah je vais pas aller voir des marques, j'ai pas envie de perdre ma liberté. » On sait pas trop combien ça coûte une audience, combien on peut demander d'un côté ou de l'autre. Donc, merci pour ta transparence sur ces sujets. Du coup, on devine, c'est 1 000 € l'exclusivité. Le contrat est négocié, tu nous dis aussi, tous les 3 mois, ou en tout cas, s'il y avait 3 mois un peu de période d'essai. Est-ce que tu peux nous donner d'autres petits tips peut-être de comment ça s'est agencé? Oui, alors dans le cahier des charges, du coup, l'idée c'était que j'allais leur réserver un bandeau dans ma newsletter. Eux, en fait, c'était quand même assez flou, c'est-à-dire que c'est pas très clair à date ce que je suis censée faire pour eux. C'est-à-dire que moi, il y a le bandeau, c'est tout à fait vrai, mais on a par exemple plein de points d'accroche qu'on n'a pas débattus avant, où eux, ils voudraient que j'utilise que leur graphique dans l'ensemble des éléments de ma newsletter, ou que je fasse toutes mes vidéos que je fais sur TikTok, que je parle d'eux quand même de manière régulière, etc. Et moi, j'ai souvent quand même mis des barrières en disant, écoutez, c'est quand même un partenariat financier, vous ne m'avez pas recruté. Moi, je suis très heureuse de mettre en valeur ce que vous faites dans ma newsletter, mais je veux que ça soit vraiment clair pour tout le monde que ma newsletter, elle est indépendante. C'est pas la newsletter de mon partenaire, c'est ma newsletter et il est partenaire de cette news-là. Donc, il y a quand même ces éléments-là qui sont, je pense, liés à mon inexpérience sur le sujet. Du coup, on n'en avait pas parlé de manière très précise avant. En revanche, j'ai appris, en tout cas, j'ai su qu'il y avait certains influenceurs qui avaient, eux, une logique de vraiment transformation, qui étaient payés à la commission pour les transformations. C'est pas du tout mon cas et ça m'intéresse pas du tout de le devenir. C'est-à-dire que moi, je leur permets d'être mis en lumière, d'avoir un taux de clic qui est quand même autour de 5% sur chaque newsletter. Mais je m'en fous de savoir si les gens convertissent vraiment. Après, c'est leur job. Je ne veux pas être confrontée à la partie marketing parce que j'estime que c'est pas du tout mon business. Et je trouve qu'il y a une vraie méconnaissance et une vraie défiance en France par rapport à l'affiliation. Et pour avoir vécu, tu vois, des deux côtés de l'Atlantique, quand j'étais aux États-Unis, l'affiliation, c'est vraiment vécu comme un moyen de soutenir les créateurs qu'ils aiment et qui leur rendent service, qui leur apportent du contenu. En France, c'est vécu comme limite de la corruption et de la trahison. Je vis exactement ce que tu décris aussi, c'est-à-dire que moi, sur chacun de mes posts, sur chacune de mes vidéos, etc., il y a cette espèce de soupçon de l'affiliation. Genre, oui, est-ce que tu dis ça parce que tu aimes ou est-ce que c'est affilié? Alors que, justement, moi, j'ai choisi un modèle sans affiliation parce que je veux justement ne pas créer ce soupçon-là auprès de ma communauté. Je veux qu'ils sachent que ce que je leur montre, c'est parce que je trouve que c'est bien et que y a un bandeau publicitaire, mais j'écris c'est de la pub dessus. Tu vois, genre, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est de la pub. Et moi, je suis pas contre l'affiliation. En fait, en soi, je m'en fous. Ça me pose aucun problème. En revanche, je comprends que sur notamment des logiques financières et de crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est très mal vu, l'affiliation. Et je le comprends de la part de ma communauté, surtout que c'est pas des personnes qui sont très averties sur le sujet. Donc, ils ont besoin d'avoir une confiance qui est grande en moi. Et sur ce point-là, moi, du coup, j'irai pas faire ça. Aujourd'hui, de ton expérience, Caroline, parce que tu es aussi entourée de créateurs de contenu, d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu conseillerais à un créateur qui veut se lancer dans du contenu payant? Combien d'audience à peu près? Est-ce que c'est 10 personnes qui t'aiment vraiment? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est avoir un contenu de niche? Est-ce que c'est avoir un taux d'engagement minimum? Là, comme ça, à chaud, il n'y a pas de vérité absolue, mais super intéressant d'avoir ton avis sur la question. Alors, je ne sais pas trop quel serait le minimum, parce que moi, tu vois, j'ai attendu super longtemps. En revanche, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est pas si évident que ça pour les marques de trouver une niche. Et donc, à partir du moment où tu arrives à créer une communauté qui est difficile à rassembler, ça va valoir très cher.
Et je me rends compte que ma communauté, elle vaut très cher parce que c'est difficile de rassembler plein de gens qui aiment les cryptos et qui vont croire et avoir confiance en quelqu'un. Donc, je saurais pas te dire à quel niveau. En revanche, sur la niche, ça me semble être un truc qui est quand même assez important. Trop bien. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des nouvelles opportunités que tu as eues? Parce qu'en fait, la première step, c'était se lancer sur TikTok en glissant sur une peau de banane. Ensuite, la peau de banane vient un ventre-glisse, t'emmène à faire une newsletter qui réunit 10 000 abonnés et qui t'amène un salaire confortable par mois pour pouvoir faire des séjours de kiffeuse aux quatre coins du monde. C'est quoi la prochaine étape que tu nous prépares? Eh bien, justement, grâce à TikTok aussi, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre. Donc là, je croise les doigts parce qu'il faut que je rende mon manuscrit dans 3 semaines. Donc, c'est un sacré job. C'est le mémoire. C'est le mémoire version adulte, tu sais. Oh putain, j'ai pas fait mon mémoire. C'est exactement ça. Donc, sur les cryptos, j'ai rendez-vous avec mon éditeur demain matin. Et je pense que si j'ai écrit ce livre, c'est juste pour pouvoir dire que j'ai rendez-vous avec mon éditeur. C'est un truc que j'adore. C'est hyper chic. C'est hyper cool. Et donc, je suis vraiment hyper heureuse d'écrire ce bouquin. Sur les cryptos, je pense que ça va être utile à pas mal de gens qui ont pris en cours de route, tu vois, la lecture de la newsletter et qui disent « Ah, mais purée, il me manque un bout, il me manque machin ». Donc, je pense que ça va être génial. Et l'étape qui suit, je pense, après ça va être de créer quelque chose de beaucoup plus grand. Avec cette newsletter, là, j'ai 11 000 abonnés là, mais je voudrais en faire un vrai média. Peut-être que ça pourrait être une communauté mais beaucoup plus grosse, avec peut-être de la formation, avec des conférences, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus gros et je vais suivre le flow parce que pour l'instant, ça me réussit bien, mais j'ai hâte de voir. Eh ben, on va te suivre aussi, Caroline, parce que franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des femmes comme toi qui se bougent. Tu es dans un milieu qui est ultra masculin. Je pense que tu t'es pris pas mal de critiques. Tu as dû en encaisser pas mal. Donc, bravo pour ton courage. Je pense que tous ceux qui écoutent le podcast sont un peu admiratifs de ton parcours et vont avoir envie de t'envoyer un petit mot d'amour à la suite de cet épisode. Où est-ce qu'on peut t'écrire? Alors, on peut m'écrire sur LinkedIn. On peut m'écrire par mail si vous voulez, c'est trop facile, c'est caroline.jurado@gmail.com, mais surtout abonnez-vous à ma newsletter, c'est lescryptosdecaro.com. Allez-y quoi. Trop bien. Et je mettrai tous tes liens dans les ressources de l'épisode. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, tu reviens quand tu veux et on suivra, tu reviens quand tu as sorti ton livre pour nous expliquer comment on sort un bouquin à partir d'une aventure TikTok. J'adore. Trop bien. Une histoire comme celle-là. Salut, Caroline. À très vite. À plus. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.